Bon vendredi tout le monde, bienvenue à Histoire de passer le temps. Désolé, j'allais parler sans ouvrir mon micro, ça fait très amateur comme début. C'est le fait d'être en direct, en image sur Facebook. Étienne Lapointe au micro de choc.ca pour cette nouvelle édition, 17 mars 2017. Jour de la Saint-Patrick, je vais essayer de prendre mon temps pour pas m'étouffer dans mes paroles. J'en profite pour saluer particulièrement les descendants des Irlandais, descendants et descendantes bien entendu, dont l'apport démographique et culturel est indéniable à la ville de Montréal ainsi qu'au reste du Québec et du Canada. Le trèfle à 3 feuilles, symbole de la Sainte Trinité, qu'on retrouve sur le drapeau de la ville de Montréal, souligne d'ailleurs l'importance de la présence irlandaise dans un développement de la ville. En ce vendredi après-midi, en ma compagnie, donc, Amélie Roy-Bergeron, qui ne nous parlera pas des Irlandais, mais d'un autre groupe qui a laissé sa marque sur le caractère et le paysage de la ville de Montréal, soit les Chinois. Bonjour, Amélie. Bonjour, Étienne. Isabelle Dufault, elle reste dans l'esprit de la Journée internationale pour les droits des femmes et nous parle des mythiques guerrières de l'Antiquité qui étaient les Amazones et nous éclairera à savoir si elles ont existé ou non. Bonjour, Isabelle. Bonjour. Et Mathieu Cordeau, pour sa part, nous transporte au tout début de la Première Guerre mondiale et nous parle du Manifeste des 93, un document publié par des intellectuels allemands et qui justifiait les objectifs de guerre de l'Allemagne de Guillaume II. Bonjour, Mathieu Cordeau. Allô. Et avant toute chose, comme d'habitude, Anne-Frédérique Morin nous dit ce qu'il faut qu'on fasse cette semaine. Ben oui, encore une fois, beaucoup de belles choses à faire cette semaine. Donc, mercredi, le 22 mars, et excusez ma voix enrouée, hein, c'est un petit peu compliqué. Donc, il y a une conférence qui est donnée à l'UQAM par Brigitte Marin, qui est professeure d'histoire moderne à Aix-Marseille et qui est directrice de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme. Elle va donner une conférence qui s'appelle « Gestion urbaine, notabilité populaire et compétences citadines à Naples au 18e siècle ». Donc, c'est le 22 mars à 14h. Toujours le 22 mars, mais à 14h30 cette fois-ci. BANQ vous invite à une visite commentée de l'exposition Pièces de collection. La visite aura lieu à la collection nationale de la Grande Bibliothèque et l'exposition Pièces de collection réunit un éventail qui est quand même assez impressionnant là, de documents publiés au Québec ou relatifs à celui-ci, ouvrant des fenêtres de l'histoire, de la littérature, de la géographie, de la religion et de l'art. Donc, c'est super et c'est gratuit. Le 23 mars à midi, il y a Éric Reiter, qui est professeur en droit et en histoire à Concordia, qui va donner une conférence intitulée « À la recherche des émotions dans les archives judiciaires ». Une super belle conférence. Malheureusement pour nous ici, elle est à Québec. Donc, ceux qui nous écoutent de Québec, hein, sautez sur l'occasion. C'est vraiment une belle chose et c'est gratuit. Le 23 mars toujours, mais à 17h, et là c'est à McGill, le groupe d'histoire de Montréal va présenter, présente une conférence qui s'intitule We Are the j'ai bien la misère. We Are the YCL, Youth and the Popular Front Confront Montreal's Great Depression. C'est super, d'habitude je suis vraiment meilleure en anglais. Donc c'est présenté par Christine Ellie qui est doctorante à l'Université Queen's. Puis juste comme ça, là, les inscriptions de l'école d'été du laboratoire d'histoire et patrimoine de Montréal sont encore en cours. Donc les cours vont se dérouler en août. Donc allez-y, inscrivez-vous en grand nombre, ça vaut vraiment la peine. Donc voilà pour cette semaine. Merci beaucoup Anne-Frédérique. Je vous rappelle, nous sommes en direct bien entendu sur choc.ca comme d'habitude, mais nous sommes désormais depuis la semaine dernière en direct aussi dans votre Facebook en image, fait quand vous pouvez enfin voir à quoi on ressemble, on s'habille propre expressément pour l'occasion. Sans plus tarder, je cède le micro à Amélie Roy-Bergeron qui nous entretient, qui fait suite, en fait, à sa chronique du 10 février dernier alors qu'elle nous parlait de l'arrivée des Chinois au Canada. Maintenant, elle nous parle des Chinois montréalais. Oui. Alors, justement, comme vient de le dire Étienne, ça s'inscrit dans la chronique que j'ai présentée le 10 février dernier où je vous avais présenté sommairement les différents épisodes ayant marqué l'immigration chinoise au Canada, notamment les grandes lois migratoires restreignant toujours plus l'immigration asiatique, allant des amendes pouvant aller jusqu'à $500 per capita jusqu'à l'exclusion complète entre 1923 et 1947. Il s'agit, je le rappelle, de la seule communauté canadienne, comme de nouveaux arrivants au Canada, à avoir été exclue complètement du processus migratoire pendant juste au complet dans l'histoire canadienne, c'est jamais arrivé. Pour quelle raison il avait été exclu? Outre le racisme, bien entendu. Je pense que c'était essentiellement une question de racisme parce qu'il y avait eu, à force de mettre des lois, puis plus d'amendes, ça diminuait jamais. Donc, à un moment donné, on dit, bon, mais ça fera. On coupe tout. Okay. Et ils ont juste coupé complètement. Donc, comme je l'ai dit la dernière fois aussi, les premiers arrivants chinois sont arrivés dans l'Ouest canadien pour travailler, entre autres, sur le chemin de fer du Canadien Pacifique et dans les grands chantiers miniers du nord de la Colombie-Britannique. Or, dans les années 1870, la fermeture des mines et la raréfication du travail sur les chantiers ferroviaires vont entraîner un mouvement des ouvriers chinois vers les villes.
toujours de la Colombie-Britannique. À ce moment-là, ils vont être confrontés à un racisme de plus en plus important et de plus en plus violent à leur endroit. Donc, n'étant pas fous, ils adoptent des stratégies d'évitement. La première, c'est de délaisser les emplois en usine pour ceux qui étaient capables d'en avoir, en fait, parce que le racisme était beaucoup économique, donc ils ne pouvaient pas se trouver d'emploi auprès d'employeurs blancs. Donc, ils vont favoriser la mise sur pied de petits commerces. Ils vont fonder des buanderies, des restaurants, des petites épiceries. Ce faisant, ils se créaient des réseaux et ils faisaient de l'emploi au sein même de leur communauté. Et la deuxième stratégie d'évitement, c'est de quitter les lieux et ils quittent principalement vers l'Est canadien. Est-ce qu'il y en a qui quittent pour retourner? Oui, il y en a beaucoup aussi qui vont retourner en Chine. Ouais, c'est ça, en Chine, mais il y en a qui vont juste aller vers l'Est pour poursuivre un peu leur rêve canadien puis continuer à envoyer de l'argent à leur famille, rester en Chine. Le rêve canadien. Oui. Est-ce que c'est un rêve aussi qui peut se déplacer aux États-Unis ou ils vont vivre sensiblement le même racisme? Oui, oui, c'est généralisé partout, le péril jaune. Retournez écouter l'émission du 10 février, tout le monde. Donc, à Montréal, il est un peu difficile de déterminer quand est arrivé le premier Chinois. Il y en a qui disent, en fait, il y aurait des sources qui démontreraient qu'il y avait des servantes chinoises dès 1825 dans certaines familles, mais c'est difficile à trouver dans les sources. Ce qui est sûr, en fait, c'est qu'en 1877, sur la rue Craig-Dallard, qui est la rue Saint-Antoine actuelle, il y a la buanderie d'un certain Zhou Song Long qui s'établit. Donc, mis à part Monsieur Song Long, la première vague d'arrivants d'origine chinoise à Montréal est vers 1880. Là, j'ai dit vague, mais en fait, c'est plutôt une toute petite vague, peut-être une ondulation, en fait. Une vaguelette. Ouais, une toute petite vague, parce qu'en fait, s'il y avait une personne en 1877, il y en avait 7 en 1881 et 33 en 1891. Donc, on est loin de la vague. Et les 7, c'est la même famille ou? Ben non, c'est beaucoup des hommes qui venaient seuls s'établir, faire un commerce, puis espérer faire venir leur famille ensuite. Donc, néanmoins, la dernière décennie du 19e siècle est marquée par une croissance plus importante, la communauté chinoise atteignant 888 individus en 1901. Dès les débuts, ils vont reproduire les mécanismes de l'Ouest canadien et on remarque dans les recensements et les annuaires un nombre très, très important de buanderies. Donc, ils vont reproduire l'idée de se créer des petits commerces pour être un peu autosuffisants puis créer de l'emploi. Mais pourquoi particulièrement la buanderie? Oui, ben en fait, dans son ouvrage Les Chinois à Montréal, 1877-1951, Denise Ely, elle explique pourquoi les arrivants misent justement sur les buanderies. C'est principalement en raison de la faible mise de fonds nécessaire et de la facilité à pénétrer le marché. C'est-à-dire que pour un an, le capital nécessaire à tenir une buanderie, c'est d'environ 500 $. Et en s'associant à 2 ou à 3, les Chinois pouvaient facilement arriver à avoir le capital nécessaire pour avoir le loyer commercial d'une centaine de $, le loyer résidentiel, ainsi que tout le matériel et le fonds de roulement nécessaire au commerce. Donc, c'était très facile. Et par la même occasion, se créer de l'emploi, bien entendu. Exactement. Ils pouvaient les trois travailler, les trois associés pouvaient travailler, faire venir leurs enfants, leurs femmes, et ça créait de l'emploi pour tout le monde. Donc, la quasi-totalité des arrivants avant 1911 vont investir dans ce type de commerce. Éventuellement, ils vont se diversifier et ils vont se tourner vers les petites épiceries ou les petits restaurants. C'est en 1900, sur la rue de la Gauchetière, au coin de Saint-Laurent, que va d'ailleurs s'ouvrir le premier restaurant salle à manger chinoise. Un buffet chinois ou? Je pense pas que le concept de buffet existait en 1900, mais c'est d'ailleurs dans le quartier. C'est assez proche de où est-ce que sont maintenant les restaurants chinois et les buffets chinois. Parce qu'en fait, je doute un peu de la création chinoise du buffet chinois, mais bon. Ouais, c'est surtout quand on retrouve de la pizza, des hamburgers et les gros des spaghettis. Ouais, un gros plateau de poutine. D'autres vont poursuivre les traditions commerciales de la région d'origine, qui est le Guangdong, c'est-à-dire le sud-est de la Chine. Ils vont spécialiser dans l'importation de marchandises spécialisées comme le thé et la porcelaine, mais ça reste une minorité. Par contre, si la migration vers l'Est avait pour but de fuir la discrimination subie dans l'Ouest, la communauté chinoise n'est malheureusement pas au bout de ses peines et à Montréal, ça va être les journaux qui vont partir le bal de l'exclusion en 1889, alors que très peu de Chinois sont à Montréal. On rappelle qu'ils étaient une trentaine. The Gazette commence à reprendre les propos racistes diffusés dans l'Ouest. La presse emboîte le pas en 1994 en publiant une série d'articles sur les buandiers chinois qui feraient concurrence aux buandiers blancs.
Mais est-ce qu'il s'inspire clairement des mêmes genres d'arguments de l'Ouest? Oui, c'était la même peur. Pour 30 ou 40 Chinois. Oui, c'est ça. Ben, déjà, ils sont visuellement différents. Ils s'implantent dans un quartier ils s'implantent près les uns des autres. Ça devient une cible visible, en fait. Ça ressemble drôlement à un discours contemporain. Ah ben... Avec un autre groupe, bien entendu. Plus ça change, plus c'est pareil. On s'en rend compte à chaque semaine. Donc, les Chinois commencent donc à subir à nouveau le même racisme économique qu'ils avaient vécu jadis dans l'Ouest. On les engage pas, on leur vend rien, on leur loue pas de logement, on veut pas faire affaire avec eux. Donc, ça pourrait, entre autres, expliquer, je vais y revenir, mais la difficulté de la pérennité de leur commerce. Donc, à la toute fin du siècle, l'administration municipale en rajoute une couche en imposant une taxe de 50 $ aux buandiers chinois, laquelle taxe représente près de 4 mois de travail. 50 $, c'est 4 mois de travail. C'est aussi la taxe qu'on impose aux restaurants de luxe. C'est aussi 4 fois la licence qu'on impose aux auberges et aux bars annuellement. Donc, c'est tout à fait disproportionné par rapport à tout ce qui se passe à Montréal au même moment. C'est clair qu'une buanderie doit pas faire non plus les revenus d'un restaurant de luxe. C'est 4 mois de travail pour des buandiers payer cette taxe-là. Donc, bien évidemment, ils vont refuser, ils vont trouver des stratégies. Donc, à coup de pétition et de procès, ils vont essayer de contrer ça, mais finalement, ça va pas fonctionner. Il va en avoir environ 70 en procès, ils vont perdre, il va en avoir une dizaine d'emprisonnés en 1900, donc ça va ramener l'ordre dans le paiement des taxes exagérées. Donc, c'est environ à ce moment-là que se développe le terme quartier chinois, qui, à l'époque, et surtout sur la toute petite rue de la Gauchetière de Chenneville jusqu'à Clark. Et c'est là que ça va commencer à se développer tranquillement. Parenthèse ici, si le quartier chinois de Montréal réussit à exister, alors les Chinois, c'est qu'ils sont très peu nombreux, ils peuvent s'implanter dans un quartier qui est déjà habité. Vu qu'ils sont très peu nombreux, ils arrivent tranquillement, ils peuvent prendre des locations, se mettre à plusieurs pour acheter quelque chose. Donc, c'est comme ça qu'ils réussissent à s'implanter dans ce quartier-là. Alors qu'à Vancouver, par exemple, à l'autre bout du pays, il y a eu un important incendie dans la ville en 1886 et pour reconstruire la ville, ils ont fait appel au cheap labor par excellence de la région, les Chinois. Et pour les remercier, en fait, ils leur ont donné un tronçon de rue qui a constitué un peu la base du quartier chinois de Vancouver. À l'époque, est-ce que le quartier chinois, ce qui représente le quartier chinois aujourd'hui, c'est un coin qui est, parce que là, actuellement, c'est quand même proche du centre-ville, même on dirait centre-ville vraiment, c'est un quartier qui vaut quand même maintenant un peu d'argent. À l'époque, c'était un quartier qui était ouvrier. OK. Donc, ils sont arrivés dans un endroit où est-ce qu'il y avait un petit peu de place, mais où est-ce que c'était vraiment pas cher, parce qu'ils arrivaient avec très peu de moyens. Oui, c'est pour ça. Puis qui était aussi le lieu d'arrivée d'à peu près tout le monde. Exactement. Donc, c'est comme ça qu'ils réussissent à s'établir là. Tranquillement, pas vite, dans les années 1910, le quartier va connaître une expansion qui va lui donner un peu la forme qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire de Saint-Antoine à René-Lévesque et de Jeanne-Mance à Saint-Laurent. En 1911, il y a environ 1300 personnes qui s'entassent dans ce tout petit quartier et il va y avoir environ 50 commerces qui vont être là. L'identification des commerces chinois avec des couleurs vives et des sinogrammes contribue beaucoup à définir l'identité du Chinatown comme étant un quartier distinct. Déjà à cette époque-là, le quartier agit comme un centre culturel et un lieu de résidence, mais beaucoup plus commercial que résidentiel. On va avoir des associations, il va y avoir des commerces, des restaurants, beaucoup de buanderies, et il va y avoir aussi en 1920 l'ouverture de l'hôpital chinois de Montréal qui est fondé à proximité. Parallèlement à la consolidation de Chinatown, il va y avoir aussi une dispersion des commerces chinois dans la ville et un étalement de la population à travers la métropole. En effet, il y a quand même une limite de buanderie qu'on peut ouvrir dans un tout petit quartier et ils vont un peu s'étaler, surtout dans les quartiers ouvriers, pour ouvrir des petites buanderies. Je l'ai mentionné tantôt, ils vont avoir beaucoup de misère à assurer la pérennité de leur commerce parce que non seulement il y a le racisme, mais il y a aussi les lois migratoires qui sont de plus en plus, les taxes sont de plus en plus élevées, donc ça devient vraiment difficile de faire venir sa famille. Il y a beaucoup de mouvements, donc les gens retournent fréquemment en Chine pour ne pas revenir. Donc les commerces ne durent pas longtemps. La population chinoise donc va fluctuer beaucoup à Montréal au cours de l'histoire et il va y avoir un très grand creux dans les années 40-50 à cause de la loi justement, surtout l'exclusion de 23 à 47. Ça fait en sorte que les gens ne peuvent plus faire venir leur famille, donc ils disent ben moi j'ai besoin de ma famille, donc je vais retourner en Chine. Si je peux pas la faire venir ici, moi j'y retourne. Donc ça fait qu'il y a une désaffectation importante du secteur du quartier chinois.
Et il va y avoir des promoteurs qui vont profiter pour acheter des bâtiments, les raser et faire un magnifique stationnement. Ah, les années 60 étant ce que c'est merveilleux. Et tout ça jusqu'à ce qu'arrive quelqu'un qui dise « Oh mon Dieu, l'Expo 67, un flot de touristes arrive, qu'est-ce qu'on fait? » Et donc, ils vont revitaliser le quartier en injectant beaucoup d'argent pour lui donner un look tel qu'il est aujourd'hui. Et en fait, c'est à ce moment-là que ça devient comme surtout un lieu de commerce, un lieu de restauration, mais ça reste un lieu typiquement asiatique où est-ce qu'on retrouve, par exemple, beaucoup d'agences de voyage chinoises, où est-ce qu'il y a beaucoup de commerces, où est-ce que les commerçants vont parler des langues asiatiques, ce qui fait que les gens qui sont unilingues, chinois, cantonais, vietnamiens, cambodgiens, ils vont pouvoir retrouver des commerces et pouvoir vivre un peu une vie de quartier, même s'ils n'y demeurent pas. Ben c'est ça, je me demandais justement s'il y a un sentiment comme communautaire ou de communauté, mais entre les différents pays, les différents ressortissants de ces pays-là, soit japonais ou vietnamiens, est-ce qu'il y a des associations qui représentent tout ce beau monde-là? Ou j'ai l'impression que c'est un quartier, il se définit lui-même en fait comme étant un quartier asiatique, qui est dans le fond un des quartiers les plus multiethniques à Montréal, tout petit, mais ça reste beaucoup des quartiers des gens d'Asie du Sud-Est et de Chine. Et je pense pas qu'il y a beaucoup de liens entre les différentes communautés, mais il y a un partage de l'espace et il y a il y a une identification à ce quartier-là comme étant le quartier asiatique, qui s'appelle peut-être Chinatown, mais ça c'est devenu à travers le temps asiatique mélangé avec de toutes sortes de commerces en fait. Est-ce que les critiques dans la presse vont vont continuer, vont perdurer dans le temps jusqu'à tard dans le 20e siècle ou je pense que oui, mais éventuellement, c'est un peu le même truc qui se passait à travers le Canada, c'est qu'avec la Deuxième Guerre mondiale, c'est vraiment venu changer les perceptions, en fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, les Chinois étaient contre les Japonais, donc dans la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est devenu des victimes et ils sont devenus du même bord que les Canadiens dans cette grande guerre-là. Donc, la perception a énormément changé, puis c'est à ce moment-là que le discours a commencé à changer beaucoup. Et est-ce que le Canada je sais que le Canada s'est excusé pour l'internement des Japonais durant la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce qu'il l'a fait pour les Chinois? En 2006, il s'est excusé d'avoir fait pour les taxes exagérées, les taxes d'entrée qui étaient de 50 à 500 $ dépendamment de l'année. Il s'est excusé de les avoir exclus complètement et oui, c'est ça. Il y a eu des excuses globales, mais ça a été fait en 2006, donc sous notre bon chum Harper. Alors, je sais pas si ça a été accepté officiellement par la communauté ou qu'est-ce que ça valait, en fait, à cette époque-là. Communauté chinoise qui est importante aujourd'hui? On évalue à combien de membres, on sait? Je sais pas, malheureusement, je suis désolée, mais c'est une des communautés les plus importantes. Puis en fait, il y a eu un déplacement de Chinatown, comme les gens n'y habitent plus. Mm-hmm. Mais je lisais justement en préparant ma chronique que des villes comme le nouveau Chinatown, en fait, est déplacé à Brossard, où est-ce que près de 20% de la population serait d'origine chinoise. Ah ouais. C'est quand même assez important. Ouais, surtout encore. En fait, je dis chinoise, mais c'est presque asiatique. Exclusivement. Non, c'est chinois, mais c'est vraiment du sud-est de la Chine. Donc, ça va être Hong Kong, des Cantonais, Hong Kong, toute la région du Guangdong. Merci beaucoup, Amélie Roy-Bergeron, pour cette charmante chronique. Ça fait un grand plaisir. Comme toujours. On va prendre une petite pause musicale. C'est la Saint-Patrick, comme je disais tantôt. Alors, on écoute de la musique irlandaise. On va écouter The Pogues avec la pièce de Sick Bed of Cuchulainn Lane. C'est tiré de l'album Rum, Sodomy and Lash. Une allusion à une magnifique déclaration savoureuse de Winston Churchill, pour qui la marine, ce n'était que ça, justement. Rum, Sodomy and Lash. Cormac and Richard Tauber are singing by the bed. There's a glass of punch below your feet and an angel at your head. There's devils on each side of you with bottles in their hand. You need one more drop of poison and you'll dream of foreign lands. When you pissed yourself in Frankfurt and got sipped down in Cologne, and you heard the rattling death trains as you lay there all alone. Greg Ryan bought you whiskey in a brothel in Madrid, and you take some fucking black shirt who was cursing all the yids. And the sick bit of Cú Chulainn, well, kneel and say a prayer, but it goes rattling at the door and the devil's in that chair. The
Euston Tavern. You screamed it was your shout, but I wouldn't give you service, so you kicked the windows out. They took you out into the street, kicked you in the brains, so you went back then through about the door and did it all again. And a sick bit out Cool Cullen will nearly say a prayer, and the ghosts are rattling at the door, and the devil's in the chair. Hey! Remember that foul evening when you heard the banshees howl? There was lazy, drunken bastards singing Billy in the Bowl. They took you up to midnight mass and left you in the lurch. So you dropped a button in the plate and spewed up in the church. Now you sing a song of liberty for blacks and packs of jocks, and I'll take you from this dump you're in and stick you in a box. Then I'll take you to Cookbriar and shove you in the ground, where you stick your head back out and shout, we'll have another round. At the gravestone of Cook Cullen, we'll kneel around and cry, and God is in his heaven, and Billy's down by the bay. Yeah! De retour sur choc.ca à Histoire de passer le temps. Étienne Lapointe au micro, en compagnie de mes charmants collègues Amélie Roy-Bergeron, Mathieu Cordeau, Isabelle Dufour et Anne-Frédéric Morin. Et sans plus tarder, je vais céder le micro à Isabelle Dufour qui, elle, nous ramène une fois de plus en Antiquité et nous explique qui était et quel était le mythe des Amazones. Oui, en effet. Donc, bonjour. J'ai choisi de vous parler aujourd'hui des Amazones puisqu'elles forment et représentent plusieurs symboles comme celui de la rébellion, de la force et de la persévérance. Provenant d'un passé plus que lointain, elles sont pourtant bien présentes aujourd'hui à travers divers groupes féministes comme les Fémènes et à travers plusieurs héroïnes de bandes dessinées comme Wonder Woman. Eh oui, l'Amazone moderne. Mais il serait quand même intéressant de se pencher sur ces femmes mythiques qui ont défié les valeurs de la société dans laquelle elles vivaient et finalement de percevoir comment elles étaient perçues par leurs homologues masculins qui ont eu bien de la difficulté, avouons-le, à se défendre contre celles-ci. Enfin, je tenterai de répondre à une question qui brûle toutes les lèvres. Ont-elles réellement existé? Donc, tout d'abord, outre la transmission de leur passage à travers les mythes homériques, donc l'Iliade et l'Odyssée, il y a quelques auteurs grecs qui ont cité leur passage d'une manière ou d'une autre. Donc, on a Hérodote qui est au 4e siècle avant Jésus-Christ, donc quand même à peu près 4 à 5 siècles après les 10 événements de ce que je vais vous raconter plus tard. Et nous avons aussi Strabon et Diodore de Sicile qui, eux, ont vécu 1 siècle avant notre ère. Donc, on a quand même un délai, si on veut, avec ce que je vais vous dire par la suite. Donc, somme toute, je vais vraiment faire un bref portrait, là, parce que sinon, on a plusieurs choix. Mais les Amazones forment un peuple de femmes descendants du dieu de la guerre, donc, excusez-moi, Arès, et de la nymphe Harmonie. On place généralement leur territoire original en Asie mineure, donc en Orient. Donc, on va faire un lien tout à l'heure avec l'Orient décadent, toujours. Et après la fuite des Amazones, en fait, le rapt des Amazones, on a un déplacement de celles-ci vers le nord de la Grèce. Donc, on peut dire en Thrace, en Scythie, en tout cas, tout ça près du Caucase. Tu sais, c'est pas très, très sûr encore pour l'endroit. Donc, elles se gouvernent elles-mêmes, sans l'aide d'aucun homme, et elles se défendent par elles-mêmes. À leur tête, il y a une reine, donc ce sont les personnages principaux dans les mythes, en fait. Elles ne tolèrent pas la présence des hommes, sauf une fois par année, elles vont s'accoupler, vont choisir des hommes forts et virils pour faire des filles fortes. Donc, on veut pas de garçons, bien entendu. Non. Donc, il y a même eu je dirais des rumeurs, c'est comme quoi elles maltraitaient les enfants mâles, là, les enfants garçons, puis elles vont carrément les abandonner dans le bois pour que les animaux, bref, c'est sûr qu'ils vont mourir. Pour qu'ils soient récupérés par les petites louves. Mais pour faire perdurer un peu l'effet que c'est une communauté de femmes uniquement. Exactement. Pas avoir des hommes.
Donc, c'est ça, c'est vraiment très tranché. Et puis, elles vont aussi parfois utiliser des hommes pour des travaux serviles. Donc, c'est vraiment à l'envers de ce que les Grecs, eux, voulaient, dans le fond, dans leur société. Travaux serviles de quel ordre? Je ne sais pas. Mais peut-être construire des maisons, je sais pas. Là, j'imagine que ça doit être des trucs de force, là, que peut-être elle avait... c'est des femmes fortes aussi, là, ou c'est plus juste pour la guerre? Elles sont fortes, je pense. Elles sont surtout entraînées, justement, c'est bon, je vais enchaîner là-dessus. Elles sont vraiment entraînées à l'arc. Elles sont bonnes avec le maniement de la lance. Et elles se sont de très bonnes cavalières. Donc, je pense que pour se défendre, elles avaient leur propre procédé à elles. Puis, je pense quand même que elles étaient fortes, mais pour certaines choses, peut-être qu'elles avaient besoin de plus de gens que peut-être qu'elles avaient autre chose à faire que de construire des trucs et elles ont préféré utiliser comme partout dans toutes les sociétés, des esclaves pour faire les trucs un peu plus plates. Donc, elles pouvaient très bien utiliser des hommes à ce dessin. Voilà. Est-ce que pendant toute l'histoire, elles se sont fait appeler Amazones? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres noms qui leur ont été donnés ou jamais? Souvent, lorsque Rome va prendre l'emprise sur le territoire grec, on va changer les noms en latin. Donc, mettons, là, tantôt, j'ai parlé d'Héraclès et Hercule. Mais les Amazones vont garder leur titre. Il n'y a pas de synonyme envers eux. Et le mot Amazone signifie, en fait, sans sein. Parce que, en fait, elles se brûlait, je sais plus si c'est le gauche ou le droit, là, mais en tout cas... Ça doit être le droit pour tirer? Ouais, sûrement le droit. En tout cas, elle se brûlait une mamelle. En fait, dans le grec ancien, c'est mamelle, mais aujourd'hui, on peut dire que c'est un mamelon. Parce que ça favorisait la précision lorsqu'elle tirait de l'arc. Elle vivait, somme toute, de pillage et de la rapine. Donc, la rapine, c'est des vols violents, prédateurs, selon le Larousse. Donc, ils étaient vraiment comme un peu les pirates de leur temps, si on veut. Leurs attributs sont le cheval, évidemment, la hache bipène, donc c'est comme une hache à deux lames, et aussi, dans une moindre mesure, le lys. Pourquoi le lys? Ça, c'est une bonne question. Mais j'imagine que le lys est aussi attaché à la déesse Artémis, qui est en fait la déesse par excellence des Amazones, à Éphèse, donc en Turquie actuelle. Donc, j'imagine qu'il y a un lien à faire ici. Puis Artémis, c'est la déesse de... C'est Diane. Donc, déesse de la chasse. Exactement, de l'adolescence et de la chasse, c'est ça. Protectrice des Peter Pan, en fait. Exactement. Elle va protéger les adolescents jusqu'à temps que la sexualité les emporte vers le monde d'Aphrodite. Ensuite, donc c'est ça. Donc là, on va aller dans les mythes plus précisément. Donc, leur passion principale étant la guerre, elles vont se retrouver dans plusieurs mythes. Donc, je vais vous en raconter 3-4 là, rapidement. Donc, le premier, un des plus connus, c'est celui d'Héraclès, donc Hercule, qui devait faire 12 travaux. Donc 12 travaux pour prouver qu'il était un dieu à part entière, parce que c'est un demi-dieu. On peut se rappeler ici des 12 travaux d'Astérix. Exactement. Un très bon film. Oui, ben c'est super bon, les Astérix Obélix en plus. Donc voilà, un de ses défis va être de ramener la ceinture d'Hippolyte, donc la reine des Amazones. Donc elle avait une ceinture qui avait été offerte par Arès, son père, en fait, leur descendant divin. Mais Héra, qui savait que Hercule était né d'un adultère, va se transformer en Amazone et va semer la discorde, dans le fond, la chicane dans les Amazones. Et les Amazones vont se retourner contre Hercule et vont tenter de le tuer. Donc, évidemment, ce qui va arriver, c'est que Hercule, étant le plus fort dans l'histoire, va finalement finir par tuer Hippolyte. Peu de temps après, il y a des Grecs qui vont arriver en Asie mineure et vont tenter d'enlever les Amazones. Ils vont réussir à les emmener sur un bateau, mais celles-ci étant comme elles sont, elles vont se rebeller et tuer leurs gardiens et tout simplement s'échapper. Elles vont arriver dans le nord de la Grèce, donc ici on a un récit étiologique de mouvement de population. Donc ça va expliquer plus tard pourquoi on a 2 pôles où il y aurait eu des Amazones. Et puis elles vont carrément piller la Scythie, donc le nord, la Thrace, et les chefs de ces populations-là pour, dans le fond, retourner à un statu quo, vont envoyer des jeunes hommes pour les séduire, pour qu'elles se calment. Et puis, et voilà, et ils vont engendrer la civilisation Sauromate. Donc, j'avais jamais vu les Sauromates avant de faire ma chronique, mais c'était une population qui vont devenir les Alains lors des invasions barbares. Ensuite, dernier mythe qui est très important, en fait, celui de la guerre de Troie. Donc, lorsque les Grecs vont essayer de
de prendre la ville de Troie. Achille étant du côté des Grecs, je le rappelle, les Amazones vont tenter de protéger Priam, qui était le prince troyen. Donc, elles vont se rendre sur le champ de bataille et Achille va finir par tuer Pensitélé, qui était la reine des Amazones à cette époque-là, et elles vont tout simplement quitter le combat. OK, parfait. Je pensais qu'il y avait une question. Alors, outre ces passages, somme toute littéraires, c'est les seuls qu'on a. Donc, on en a pas beaucoup. Puis, en fait, comparativement à la proportion de représentation artistique, donc sur les frises, donc les petits triangles, les toits de temples, on a beaucoup de scènes de combat avec des Amazones. Par contre, elles sont toujours blessées, vaincues. Donc, puis elles sont beaucoup aussi associées aux centaures qui sont des demi-homme, demi-cheval. Exactement. Donc, on peut voir ici le côté bestial, barbare, associé à ces femmes. Donc, ainsi, on peut percevoir une utilisation négative de ces Amazones, puisqu'elles finissent toujours par se faire dominer par le système patriarcal. Mais c'est ça que je me demandais, parce que tout ce que tu décris depuis tantôt, c'est super... en fait, je le vois comme de deux façons. Soit on peut le voir de façon très glorifiant, la femme indépendante, la femme forte, la femme autonome, mais d'un autre côté, la femme cruelle, qui est méchante. La marade qui domine la la marade mâle. qui tue ses enfants. Quelle vision des deux est la plus utilisée en Grèce antique? J'imagine que c'est le côté cruauté. Exactement. Donc, en fait, il y a beaucoup... il y a vraiment un courant historiographique qui va avancer que les Grecs utilisaient les Amazones pour démontrer une société qui était carrément à l'antithèse de la leur, qui était une société monstre, barbare, et qui, en fait, ont utilisé les Amazones pour glorifier, pour amplifier le courage des soldats grecs qui finissaient toujours par les vaincre de toute manière. Donc, voilà. C'est vraiment un amalgame de toutes les peurs et les craintes, dans le fond, des Grecs. Exactement. Donc, la mythologie, je le dis souvent, là, mais c'est souvent, ils vont... oui, c'est un peu mythique aujourd'hui. Pour nous, c'est un peu superflu. Mais moi, je tiens... en tout cas, je crois toujours aujourd'hui que ça représente quand même une certaine réalité. Je vais y revenir plus tard avec la question qui tue, mais il devait avoir, somme toute, des sociétés qui devaient être gérées par des femmes là, dans l'Antiquité. Alors, voilà ce que je disais. Bon, toutefois, ces femmes combatives ont marqué les esprits collectifs des sociétés modernes. Donc, il y a eu une évolution contemporaine du mythe et, comme je disais plus tôt, il y a eu réutilisation de cette figure. Donc, selon Sophie Casagne, la figure de l'Amazone occupe toujours une place importante dans le féminisme des années 1970, car elle représente la subversion de l'ordre des sexes. Aux États-Unis, on avait aussi dans je me rappelle plus quel dictionnaire, mais le mot signifiait presque principalement la femme physiquement puissante, donc plus forte que l'homme, mais celle qui aime dominer l'homme, épouse despotique ou dominatrice professionnelle. Donc, on a toujours... Encore là, c'est super péjoratif, là. C'est très... En tout cas, on sent de quelle façon il interprète ce nom-là. Exactement. Ou c'est pas juste les peurs des Grecs, finalement. Non, je pense que ça s'est transmis. En fait, je pense que chaque société qui est dominée par les hommes, c'est facile de reprendre cet amalgame, en fait. Voilà. Puis aussi, on décèle encore à travers... bon, ça, je l'ai dit. Bon, excusez-moi. De plus, donc, comme je disais, plutôt, dans les années 70, il y a eu beaucoup de groupes féministes, mais il y en a encore aujourd'hui, comme les Fémènes, qui, dans leur manifeste, donc, ils ont un petit livre qui explique, en fait, les buts de leur groupe. Et ils disent carrément, nous sommes une incarnation moderne d'Amazone, intrépide et libre. Et on peut lire un peu plus loin, notre Dieu est femme, notre mission est la protestation, notre arme est le sein nu, ici naît féminin. Donc, on voit vraiment une réutilisation de ce que j'ai dit plus tôt, donc c'est quand même assez intéressant. Donc, finalement, est-ce qu'elles ont existé? Donc, Strabon nous informe que les Amazones auraient vécu, comme je disais, au nord de la Grèce, entre le 7e et le 6e siècle. Inutile de dire que plusieurs personnes se sont posées cette question-là avant nous. Somme toute, ce sont nos collègues slaves qui ont fait des fouilles archéologiques parce que, dans le fond, quand c'est aussi vieux que le 8e siècle, il faut absolument aller à l'archéologie. Et puis, on aurait trouvé environ 20% de sépultures féminines qui comportaient des armes. Mais 20% de... Est-ce que c'est différent? Parce que est-ce que
on peut comparer avec d'autres fouilles archéologiques où, par exemple, il y a 18% de femmes qui ont été trouvées avec des armes ou finalement c'est vraiment disproportionné parce que les femmes sont jamais enterrées avec des armes ou comme ça veut dire. C'est sûr que si on compare avec la société grecque, je pense qu'il y a pas, en tout cas très peu de femmes ont été trouvées avec des armes ou si c'est inexistant, en tout cas je pencherais peut-être plus pour c'est inexistant. Donc c'est sûr que lorsqu'on sort des territoires grecs et qu'on se rend compte qu'il y en a 20%, quand même un cinquième, qui ont des armes, donc il y avait comme justement les arcs, il y avait des arcs, des flèches, des épées, des lances. Ça donne quand même un indice qu'il y avait des femmes qui pouvaient se défendre. Et aussi, les anthropologues ont remarqué que leur fémur était courbé. Donc souvent, c'est relié avec des femmes cavalières. Donc ça colle un peu au portrait qu'on a. Donc, qu'est-ce qu'on peut soutirer de ces recherches archéologiques-là? C'est que on peut pas dire que les Amazones ont vraiment vécu, mais on peut dire que, somme toute, il y avait des femmes guerrières qui pouvaient se défendre par elles-mêmes et pas nécessairement par toujours avoir quelqu'un pour la protéger. Et qu'on reconnaissait leur mérite au point de les enterrer avec leurs armes de combat. Exactement, parce que les Grecs aussi, leurs tombes, ils ont toujours leur équipement militaire avec eux. Donc, simple fantasme masculin ou antithèse de la société grecque, les Amazones doivent représenter une certaine réalité. Dans quelle mesure, on ne le sait pas, trop encore. Une chose est sûre, leur passage n'aura pas été vain, car elles inspirent encore aujourd'hui à la révolte, à la rébellion et à revendiquer la condition féminine. Mais je pense que ça a aussi... comme revendiqué, pas revendiqué, mais ça a aussi inspiré certains artistes, là. Exact. On pense au BDiste qui a écrit c'est Wonder Woman, je Oui, exactement, oui. Oui. Oui, c'est une reprise quand même différente, là. Elle est très sexy, là. Je suis pas sûre que... Elle n'a pas d'arc ni de cheval, mais bien un fou. Non, puis elle a ses deux seins aussi, là. Oui, donc, c'est ça. Qui sont bien en avant. Il n'en manque pas un. Non, les deux sont là. Oui. Donc, et en même temps, c'est peut-être pas la meilleure représentation, mais on voit qu'il y a quand même oui, exactement. Une volonté de mettre cette histoire-là de l'avant de la femme quand même indépendante puis forte physiquement, mais aussi intelligente. Qui prend sa place. Là. Exactement. Mais merci beaucoup, Isabelle, pour cette savoureuse chronique, encore une fois. On prend une petite pause musicale, encore une fois. On reste dans la thématique irlandaise avec un groupe canadien, cette fois-ci originaire de Terre-Neuve, The Mountains and the Trees. Je souligne que Terre-Neuve est la seule province canadienne où le Saint-Patrick est un jour férié. Et on écoute Traveling Song. Wish I was a traveling man, traveling all across this land, traveling with my suitcase in hand and you by my side. Guess I'll have to rely on the dreams I have at night. Guess I'll have to survive on.
de retour en ce joyeux vendredi de la Saint-Patrick à Histoire de passer le temps. Étienne Lapointe au micro de choc.ca. Et sans plus tarder, parce qu'évidemment, on a toujours trop de contenu par rapport au temps qui nous est alloué, je cède le micro à Mathieu Cordeau qui, lui, nous parle du manifeste des 93, un manifeste lancé au tout début de la guerre de 14-18. Exactement. Et aujourd'hui, justement, je vais vous parler justement de ce texte qui a provoqué une vive polémique dans l'intelligentsia européenne au début de la Première Guerre mondiale. Il s'intitule en allemand Der Anruf an die Kulturwelt et qui est aussi connu sous le nom du Manifeste de 93. Ah, merci. En référence aux 93 intellectuels allemands signataires de ce document. Donc, il paraît le 4 octobre 1914 dans plusieurs journaux allemands, mais aussi dans les journaux étrangers, donc surtout français. Le texte est composé d'une série de litanies affirmatives, commençant par « Il n'est pas vrai que » et se veut être une réplique au battage médiatique contre l'Allemagne à la suite de l'invasion de la Belgique. La vive polémique qui suit se comprend à travers le contexte de production du document. Donc, la guerre est commencée depuis déjà 2 mois, lorsque le manifeste est publié. L'armée allemande était entrée brutalement en Belgique et s'était retrouvée devant une résistance plus motivée que prévu de la part des Belges. Et ce qui devait arriver arriva, tel un 14 mars 2017 sur l'autoroute 13 à Montréal. Le plan de gestion de crise a fait défaut. Donc, pour faire court, ils ont commencé à fusiller des gens soupçonnés d'être des francs-tireurs, pilonner allègrement les villes et ont mis feu à la bibliothèque de l'Université de Louvain. Ils se sont un peu laissés emporter, finalement. Ils se sont gâtés. Puis, en fait, le problème, justement, entre autres pour l'Université de Louvain, c'était que c'était là le cœur d'une importante collection de manuscrits médiévaux. Donc, il y avait vraiment un symbole artistique, ben pas artistique, mais historique derrière qui a été justement magané. Puis, il y a même un passage dans le manifeste qui traite de ça. Puis, c'est écrit « Nous refusons énergiquement de payer la conservation d'un chef-d'œuvre au prix d'une défaite allemande. » OK. Donc, pour eux, c'est plus important de gagner la guerre que de conserver une bibliothèque remplie de manuscrits. Exact. C'est fantastique. Mais non, mais il faut mettre ses priorités dans le bon ordre, là. Et puis c'est des intellectuels, après tout. Mais hein. c'est ça. Puis c'est pas juste des intellectuels de sciences pures, là. C'est des intellectuels de... Oh, il y a des historiens, C'est des ça. philologues, des philosophes et tout. Ouais, bon, je sais pas. Peut-être que pour eux, une vie allemande Vaut beaucoup plus cher qu'un que... vieux livre qui est en train de pourrir. Je sais Ouais. pas. Qu'une vie médiévale belge, en plus, si ça se trouve. Ça, c'est vrai. Puis, d'abord, entre autres, tout ça, tous ces faits vont s'ajuster aux légendes que colporteront les populations qui vont fuir la région, dans lesquelles les soldats allemands couperaient les seins des femmes et les mains des enfants. Un intéressant corpus que l'on connaît aujourd'hui sous le nom des atrocités belges. D'autres Amazones. Depuis les premiers jours de la guerre, les intellectuels européens s'obstinent déjà à savoir quel immonde responsable de ce conflit. Cette obstinade se déroule dans une guerre parallèle, une guerre des esprits, à quoi on s'écrit tout le temps les manifestes, donc à grands coups de manifestes. Mais toutefois, cette boucherie de mots prend un autre tournant lorsque les 93 des plus éminents intellectuels allemands signent conjointement un manifeste à l'endroit du monde civilisé. Ici, il faut comprendre le mot « civilisation » comme étant la version franco-britannique de la culture européenne, alors que chez les Allemands, eux, réfèrent toujours au mot « Kultur » avec un grand K. Mais dans le fond, ce que tu dis, c'est qu'avant ce manifeste-là, il y a eu des premiers manifestes comme français ou des textes, allemand. en fait. OK. Exact. Les deux s'envoyaient déjà, en fait, des textes contre eux. C'est juste que celui-là a été la goutte qui a fait déborder le vase. Parce qu'on considérait que c'était indéfendable ce qui s'était passé en Belgique. Exact, voilà. exact. Vu qu'il traitait surtout l'invasion de la Belgique et des atrocités belges. Et on rappelle pour ceux qui l'ignoraient, mais que la Belge était en principe neutre et qu'on a carrément... La Belge. La Belgique, pardon. Mais merci de me corriger, j'ai l'esprit qui va Mais oui, c'est vrai qu'elle était neutre, puis ça a été J'y reviendrai qualifié. tantôt. Ah oui. Et le texte, donc, il commence par ces lignes catégoriques. Donc, je vais vous citer le petit préambule. En qualité de représentants de la science et de l'art allemand, nous, sous-signés, protestons solennellement devant le monde civilisé contre les mensonges, les calomnies dont nos ennemis tentent de salir la juste et bonne cause de l'Allemagne dans la terrible lutte qui nous a été imposée et qui menace rien de moins que notre existence. C'est une très longue phrase. et c'est difficile de faire plus clair. Donc, on voit aussi qu'il y a le sens du drame derrière ça et de la victimisation facile. Donc, le reste du document se veut aussi un clin d'œil aux 95 thèses de Martin Luther, donc par une énumération de complaintes et de critiques. Et dans ces 80, pas dans ces 93, mais dans ce document, on y apprend que le Kaiser Guillaume II est un souverain pacifique qui aurait lutté jusqu'au dernier moment pour éviter le conflit armé.
Oh. Pacifique, je trouve ça un peu paradoxal considérant qu'il a déclaré une guerre. Là. Exact. Mais il faut quand même rappeler qu'il était pas tout seul dans cette guerre. Non, effectivement. Un peu tout le monde est coupable. Oui, Ouais, c'est ça. Mais- On est en plein ouvrage de propagande ici. Là. Mais Pacifique, en tout cas, on passera. Puis on y apprend justement aussi que la France et l'Angleterre ont crapuleusement comploté afin de violer la neutralité belge avec la complicité mesquine de cette dite Belgique. Ah oui, elle était complice de son propre Et viol. oui. Elle était consentante à son viol, parce que c'est important qu'on se souvienne. Oui. C'est pas la violation de la Belgique, mais bien le viol de la terre Exact. belge. Et même, qu'est-ce qui paraîtrait, ces intellectuels auraient même la preuve, on sait pas, peut-être dans leur char, et même 103 ans plus tard, on attend encore les preuves. Donc, c'est que ça devient un petit peu louche. Et on y apprend aussi, en plus, que la répression de la population belge est justifiée parce que les Russes font pire pendant ce temps-là aux Allemands en Prusse orientale. Mais l'immensité de la faute dans ce document est plutôt qu'ils vont affirmer que le militarisme allemand serait inhérent à la culture allemande. Donc, et même plus que le militarisme allemand serait le protecteur de cette germaine culture. Alors que c'était pas Ça qui était défendu à la base. Non, contrairement, et surtout qu'il y existait une thèse des deux Allemagnes, et on considérait qu'il y avait une Allemagne militaire et une Allemagne intellectuelle, et dans ce texte, on détruit complètement cette thèse pour dire c'est la même chose. Puis on peut pas parler du manifeste des 93 sans parler de ces fameux 93 intellectuels allemands. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Ils sont... Je sens que tu vas nous le dire. Exact. Ils sont majoritairement des chercheurs, des professeurs d'université, des écrivains, des artistes de renom. Leur réputation et leurs travaux dépassent largement les frontières de l'Empire allemand. Des noms. Et je me rends bien. Et parmi ceux-ci, on peut compter pas moins de 13 récipiendaires de prix Nobel. Hey, c'est une bonne moyenne, 13 sur Quand même. 93. C'est une bonne moyenne au bat. Ouais, mais tu sais, les prix Nobel, c'est toujours un peu discutable quand Kissinger a gagné celui de la paix. Hein? Qui n'existait pas à l'époque encore. Non, il aurait été assez malvenu en 14, en tout cas. Effectivement. Qui le gagne? Donc, le premier, en fait, qui est sur la liste, c'est Alfred Bayard, qui est le prix Nobel de chimie pour avoir synthétisé la teinture indigo, donc la teinture bleue. À ne pas confondre avec la compagnie de pilules. Donc, après, vous avez... J'allais justement poser la question. Ensuite, vous avez Paul Ehrlich, prix Nobel de médecine de 1908, qui est considéré comme le père de la chimiothérapie. On compte aussi Wilhelm Röntgen, prix Nobel de 1901 pour avoir découvert les rayons X. Puis même en allemand, les rayons X, c'est rayons Röntgen. Là, je pose peut-être une question super niaiseuse, mais y a-t-il des femmes signataires de ce manifeste? Aucune. OK. C'est beau. Mais il y avait très peu de scientifiques femmes à l'époque. Mais même écrivains, philosophes, artistes, oui, c'est vrai. Mais faut dire que en fait c'est un manifeste qui s'est beaucoup promené dans un cercle assez restreint. Ouais. Donc c'est des gens qui étaient un petit peu plus nationalistes. Donc Albert Einstein ne fait pas partie de ce De ces groupe-là. 93. Exact. Donc, puis la fois, c'est ça. Puis je pourrais encore continuer longtemps, parce qu'il y en a 93. Mais on peut comprendre que c'est pas des petits paysans illettrés qui endossaient ce manifeste. Et donc, il y avait un poids moral important au sein de l'intelligentsia européenne. Puis j'oubliais aussi, il y a le fils du compositeur Richard Wagner dans les signataires. Donc, on salue Siegfried. Et après, justement, si on se déplace sur le côté des Français, la réaction fut allergique. Pour eux, l'association de grands cerveaux scientifiques à ce texte, qui à leurs yeux, bien évidemment, fait preuve d'aveuglement volontaire devant les crimes de l'armée allemande, sont scandaleux. Les Français vont dire que les scientifiques ne montent pas à la hauteur de leur réputation en endossant un texte qui fait preuve, selon eux, d'une piètre rigueur scientifique. Puis le ton d'un journal, de l'éditorial d'un journal parisien qui va paraître le 4 octobre 1914, Le Temps, rend bien compte de l'indignation française, donc ouvrez les guillemets. Ces messieurs bardés d'indigeste érudition, bouffis de suffisance livresque, gonflés de vaines doctrines et lourdement orgueilleux de leurs titres ronflants, invoquent leur science comme une sorte de divinité sauvage. Avouez qu'on est très loin du registre de langue des chroniqueurs du Journal de Montréal. Puis, d'un côté, il faut s'entendre que cette guerre de mots est ultra teintée de partisanerie nationaliste. Donc, les Français seront presque pire, en fait. Ils vont massivement se liguer derrière le gouvernement. Il y aura encore moins de dissidence dans les intellectuels français, mis à part Romain Rolland. Chez les Allemands, il y aura une coupure qui se produira entre les intellectuels des sciences humaines et ceux des sciences naturelles. Donc, l'explication de ce fossé réside dans la prétention universelle des sciences physiques et naturelles, alors que l'art et les sciences humaines sont plus teintés d'idéologie ou de militantisme. Puis, c'est qu'en cela que, dans le fond, la grande figure parmi les intellectuels
pour les pacifistes, ce serait Albert Einstein, qui est justement une figure du monde physique. Et alors que les historiens, philosophes et écrivains se rangeront massivement derrière la théorie nationaliste et défensive. C'est sous l'impulsion de Max Planck, qui était un autre des signataires, qui est fondateur de la mécanique quantique et aussi récipiendaire d'un prix Nobel de physique, qui va se distancer en publiant un contre-manifeste le 23 octobre 1914. Il va justement rassembler les autres qui voulaient se distancer un peu de ce manifeste. Mais cependant, le mal était déjà fait parce que les signataires, dans le fond, les membres des académies françaises, donc il y avait des Allemands qui étaient membres des académies françaises, scientifiques, seront tous rayés, en fait. Ils vont tous être radiés. Donc, le fait d'avoir fait un contre-manifeste, c'était pas aussi intense que le manifeste en lui-même. Et la coopération scientifique entre les deux communautés intellectuelles ne reviendra seulement que dans les années 20. Donc, ça va vraiment prendre du temps avant que la réconciliation se fasse. Puis, tout comme la réconciliation franco-allemande. Exact. Ah, ça va prendre plus que... plus que quelques années. Puis, pour finir, une petite anecdote à propos d'un des signataires qui s'appelle Albert Neisser, c'est lui qui a découvert, en fait, le bacille de la gonorrhée. Mais surtout, il entre dans la postérité pour avoir été la cible d'une poursuite judiciaire à la suite d'avoir volontairement injecté la syphilis à une prostituée dans le cadre d'une expérience clinique. Aïe, aïe. Ce qui va forcer la justice allemande, en 1900, à faire la première loi encadrant les expérimentations scientifiques sur des êtres humains. Merci, Albert. Ce qui n'empêchera absolument pas le régime nazi de poursuivre dans cette veine quelques décennies. Pas juste eux, en fait. Non, pas juste eux, bien entendu, mais... même des Canadiens. Si on reste en Allemagne, bien entendu, les nazis vont s'en servir amplement. Tu disais que le manifeste a été publié ailleurs qu'en Allemagne, notamment en France, mais ailleurs qu'en France aussi, dans plusieurs langues? Ou? Exact. C'est aussi publié, je crois, en Angleterre. Pour les autres pays, j'ai pas regardé, mais je sais que c'était vraiment... les destinataires étaient la communauté intellectuelle européenne. Donc, ça Est-ce que la Russie fait partie de ça? À l'époque, ils n'étaient pas vraiment considérés comme des intellectuels. Ils n'étaient pas dans le monde civilisé. Non, les Russes faisaient partie, oui, vu que les Russes étaient très occidentalisés à l'époque, sous les tsars. Donc, peut-être pas. Puis la famille royale. C'est des Allemands. Les tsars étaient des Allemands. Oui. Donc, il y avait vraiment pas de problème là-dessus, non. Mais je sais pas s'ils l'ont traduit en russe. Peut-être qu'ils l'ont. Je pense qu'ils lisaient l'allemand ou le français, en fait. Oui, le français, je pense. C'était la langue des cours encore à l'époque, le français. Exactement. Les réprimandes ont été plus grosses que, en fait, simplement se faire réprimander ou se faire t'as dit rayer, là, je me suis dit. En fait, c'est qu'il existait, dans le fond, c'était les académies scientifiques. Donc, il y avait une académie scientifique à Paris, où il y en avait plusieurs, une à Berlin. Et en fait, les Allemands vont se réunir entre eux, puis ils vont discuter sur la question de savoir est-ce qu'on va radier aussi les Français de nos académies. Puis, enfin, ils vont décider au final de reporter la question à la fin du conflit. Okay. Ils vont dire on va avoir la tête froide, on va faire ça après, on en parlera. Tandis qu'en France... tout de suite, ils ont juste décidé, tout le choc, ceux qui avaient signé, en fait, pas tous les Allemands, mais tous ceux qui avaient signé le manifeste de 93 ont été radiés dans des académies françaises. Puis est-ce que dans l'Allemagne, en fait, la déchirure au sein des intellectuels a duré longtemps, en fait, parce qu'il y en a qui étaient des pacifistes, il y en a qui étaient des plus nationalistes. Est-ce que ça a créé des scissions qui ont duré pour toujours ou que y a-t-il des conflits personnels? Ouais, ou est-ce qu'ils ont eu ils ont-tu perdu leur poste de professeur dans des universités ou ils ont eu des conséquences personnelles? Non, je pense pas, mais je sais qu'exemple pour les dans le cas d'Albert Einstein, il a dû fuir en Suisse. Mais pour le reste, les autres nationalistes allemands, non, il y a pas vraiment eu de problème sur ce côté-là. Pendant la guerre, ils ont juste été c'était des héros, mais c'est ça. Après la guerre, je pourrais pas vous dire. D'après moi, ça devrait rester en termes de couleur politique plus, mais je crois pas qu'il y en a qui ont vraiment... En même temps, il devait être quand même bien vu parce que l'Allemagne n'a pas eu le sentiment d'avoir tant perdu la guerre non plus. Non. Ils n'ont pas été vaincus, ça. Non, c'est ça. Donc, effectivement. Mais ils ont malgré tout été reconnus coupables là, par l'ensemble des alliés et ça a eu des conséquences assez tragiques pour la suite des choses. Exact. Et ça fait même encore débat en Allemagne, même jusqu'en 2014. Et ce sera le sujet d'une autre chronique. Ah, excellent. Mais nous voici de l'eau à la bouche pour l'avenir, l'avenir assez proche quand même. C'est tout le temps qu'on a, pour cette semaine, à Histoire de passer temps. Merci beaucoup à Amélie Roy-Bergeron, M. Cordeau, Isabelle Dufour, ainsi que Anne-Frédérique Morin pour votre présence et vos chroniques fort instructives. Merci à vous tous et toutes d'avoir été à l'écoute d'Histoire de passer le temps, autant sur le www.choc.ca que désormais live
en visuel dans le monde du Facebook. Pour écouter ou réécouter les anciens épisodes, vous pouvez le faire bien entendu par le biais de la page de choc.ca, mais aussi en vous abonnant à notre podcast sur iTunes ou Google Play. Ceux et celles qui nous écoutent en direct, restez à l'écoute pour votre 5 à 7 du vendredi avec Bras de fer et ensuite à 18h, c'est La Rivière. On vous invite à être des nôtres la semaine prochaine. Alec Clapperton, Richard, David Saint-Denis et Anne-Frédéric Morin seront les collaborateurs en studio avec nous. Sur ce, on vous embrasse et on vous souhaite une belle semaine.